Encore faut-il être économiquement fort, et on va parler aussi de l'affrontement entre l'Union européenne et les États-Unis du point de vue économique. C'est Luc Ferry qui va nous rejoindre et Danny Cohn-Bendit en direct également. Écoutez Bernard Arnault qui critiquait durement à la fois l'économie européenne et la manière de discuter avec Trump. Moi je suis favorable, je ne sais pas si ça pourra se faire, mais essayer de trouver la possibilité de créer une zone de libre-échange entre l'Europe et les États-Unis. Bon, alors c'est pas toujours facile parce que l'Europe, elle n'est pas dirigée par un pouvoir politique mais par un pouvoir bureaucratique qui passe son temps à éditer des réglementations qui s'imposent malheureusement à tous les États membres et qui d'ailleurs quelquefois comme la France en rajoute au passage pour compliquer encore la réglementation et qui pénalise beaucoup nos secteurs d'activité. Et avec nous, Danny Cohn-Bendit. Merci beaucoup, Danny Cohn-Bendit, là. Et Luc Ferry, merci à l'un et à l'autre. Allez, première réaction tripale. On va entendre Éric Lombard, le ministre de l'économie, qui lance un appel à ce sujet. Mais première réaction, disons, du cœur. Vous dites bravo Bernard Arnault ou Bernard Arnault, vous vous trompez. Luc Ferry. Oh non, priorité. Allez, Luc Ferry, on va pas commencer à vous passer la parole. Allez, Luc Ferry, allez-y. Non, mais moi, je suis un fan de Bernard Arnault, donc je vais pas le désavouer. En plus, je suis entièrement d'accord avec lui. Donc, je pense que ce qui manque à l'Union européenne, et le point est incontestable, c'est un pouvoir politique. On n'a pas une UE puissance, voilà. Et donc, on a eu une UE qui s'est enfoncée dans des réglementations avec des pays qui sont incroyablement endettés, donc qui ont perdu leur souveraineté sur le plan numérique, sur le plan militaire. Donc, il faudrait au moins 10 ans pour reconstruire cette souveraineté par rapport aux États-Unis. Donc, en effet, on a une Europe bureaucratique. Bon, moi, j'adore l'Union européenne. C'est la plus belle civilisation de l'histoire de l'humanité. C'est la civilisation de la science, de la démocratie, des droits de l'homme, de l'émancipation des femmes depuis le XVIIIe siècle. Donc, j'adore ce continent. Pour moi, c'est le plus brillant de toute l'histoire de l'humanité. Mais il a perdu sa souveraineté par rapport notamment aux Américains sur le plan numérique industriel et militaire. Donc voilà, je ne peux pas dire le contraire. Mais c'est vrai que ce qui nous manque, c'est une Europe puissance. C'est pour ça que moi, je me prononce comme mon ami Christian Saint-Etienne depuis des années pour une Europe à 10 et pas pour une Europe à 27. Danny. Oui, d'abord, je crois que Bernard Arnault est un peu gâteux. Ah non, c'est sûr que non. Alors, mais si, alors là, c'est ce qu'il dit. Ce qu'il dit, Luc Ducan. Ce qu'il dit, c'est par exemple, Ursula von der Leyen a proposé cela à Trump, de dire une zone où effectivement il n'y aurait plus de taxes d'un côté comme de l'autre, ou la réduire à des côtés de l'autre de 10%. Ça a été une proposition de l'Union européenne que tout de suite Trump a refusé. Deuxièmement, il faut faire attention. L'Europe bureaucratique, oui, il y a des règles. Pourquoi ? Parce que c'est pas facile de défendre un euro avec une vingtaine de pays. Donc, il faut organiser autour de cet euro. Et aujourd'hui, l'on voit que l'Europe puissance, il y a une puissance de l'euro aujourd'hui face au dollar. Donc, il y a des possibilités pour l'Europe. Que l'Europe soit en retard, disons, technologiquement et tout ça, on l'a discuté plusieurs fois, je suis d'accord, mais en fait, aujourd'hui, une zone de libre-échange entre les États-Unis et l'Europe veut dire que les États-Unis et donc Trump acceptent l'Europe, alors que le projet politique de Trump, c'est de détruire l'Union européenne, parce qu'il sait que s'il y a une émancipation possible de l'Europe face aux États-Unis, eh bien, l'Europe peut devenir plus puissante. C'est une perspective qu'il faut organiser. C'est pour cela que je crois que M. Arnault un peu défend sa boutique, parce que c'est vrai que le problème, c'est les biens qu'il veut vendre aux États-Unis, c'est beaucoup plus difficile dans cette situation. Donc, je crois qu'il est à côté de la plaque. Et bon, c'est pas grave, ça peut arriver à tous les grands patrons. C'est pas parce qu'on est riche qu'on est intelligent. Voilà, ça veut pas dire la même chose, on le voit avec Musk. Mais quelle est sa logique, Danny Cohn-Bendit ? J'ai pas d'action chez Bernard Arnault, j'en parle librement, donc c'est quelqu'un qui a réussi... Moi non plus, bon, on est d'accord. Mais quelqu'un qui a réussi si bien, quand même, c'est un des hommes qui a une des plus grandes réussites du monde, ça a un sens quand même. Quelle est sa logique en disant ça ? Expliquez-moi bien. Et lisons peut-être ce que dit Éric Lombard, ministre de l'économie et des finances, qui appelle
les patrons à ce que lui appelle du patriotisme. Quand il dit en quelque sorte, rappelez-vous le président de la République qui avait dit il faut par exemple suspendre, pas annuler, mais suspendre les investissements aux États-Unis. Et Bernard Arnault répond non, le problème n'est pas là. Le problème, c'est l'économie qui est trop réglementée en Europe et l'Europe qui négocie mal. Qui a raison ? Oui, à nouveau Bernard Arnault, évidemment, qui est un des hommes les plus intelligents que j'ai rencontrés dans ma vie. Il est tout sauf gâteux. Enfin, je veux dire, c'est une plaisanterie. Bon, c'est même pas drôle. Bon, c'est un homme extraordinairement intelligent. Et il sait exactement de quoi il parle. Et en plus, il a créé pratiquement 200 000 emplois dans le monde. Et il n'a pas de leçons à recevoir de la part de politiques qui ont mis la France dans la mouise à un point invraisemblable, avec plus de 1100 milliards d'euros de dettes et une dissolution débile. Donc, qui a plombé l'économie française de manière absolument incroyable. Et donc, réfléchissez à ça quand même. Quand le ministre de l'économie et des finances, Lombard, Éric Lombard, il s'appelle, c'est ça, Lombard, voilà, donne une leçon de morale aux chefs d'entreprise. Est-ce que vous croyez un millième de seconde que ça va avoir une quelconque efficacité ? Évidemment, non. Ils en ont rien à foutre, mais rien de rien. Donc ça sert à quoi ce discours ? Faut réfléchir à ça. Si ce discours n'est pas destiné à avoir une efficacité réelle sur les chefs d'entreprise, ça sert à quoi ? Ça sert à dire, avant le budget où on va essayer de trouver 40 milliards d'euros, ça sert à dire, vous voyez, vous, les petits retraités, le peuple, etc. Il y a pas que vous qu'on va taxer. On tense aussi les grands chefs d'entreprise, donc on n'est pas de droite, on est de gauche aussi, voilà. C'est ça que ça veut dire, parce que ça n'a aucun effet réel sur les chefs d'entreprise. Alors la plupart ont dit, mais attends, ce que disent ces gens, on n'en a rien à foutre. 1100 milliards d'euros de dettes en plus, une dissolution débile qui a freiné l'économie de manière absolument invraisemblable, et donc ces gens-là vont donner des leçons aux chefs d'entreprise, mais enfin c'est une blague, faut arrêter. Donc qui négocie, que l'Union européenne négocie avec Trump, ça c'est très bien, faut négocier, ça c'est très bien, mais il faut qu'elle y aille en ordre de bataille, mais c'est pas le moment de donner des leçons de morale aux chefs d'entreprise. Un chef d'entreprise qui fait son boulot, qui est patriote, c'est un chef d'entreprise qui réussit, qui crée des emplois et qui paye convenablement ses salariés. C'est exactement ce que fait Bernard Arnault. Alors Luc, on n'est pas sur Radio Classique qui appartient à Bernard Arnault. On est quand même dans un espace. Non mais tu te fous de moi ou quoi, Dany, là ? Ça veut dire quoi, ça ? Tu te moques de moi ? Tu veux dire que quoi ? Que je dis du bien de Bernard Arnault parce que je suis sur Radio Classique ? Non mais quoi, mon pauvre ? Mais tu arrêtes ce genre de conneries, c'est insupportable à la fin. Retirons, il n'y a pas d'intérêt. Ouais, non, franchement, t'es odieux, tu sais. En plus, tu dis des conneries depuis 60 ans, donc arrête si tu... Non, rajoute pas, mon vieux. Ça suffit maintenant. Non mais s'il vous plaît, l'un et l'autre. Dès qu'on n'est pas d'accord avec toi, c'est parce qu'on est une ordure. Non mais tu arrêtes, 2 secondes. Allez, enlevons l'aspect personnel. Non mais franchement, ça suffit, ça. S'il vous plaît, je plaisante à peu près chaque soir parce que non mais ça va, j'en ai marre de ces conneries. Je plaisante à peu près chaque soir parce que on a Guillaume Roquette qui est du groupe qui est possédé par quelqu'un qui produit les Rafales. C'est pas pour autant qu'il fait la propagande des Rafales. Non mais enfin c'est n'importe quoi. Enlevons tous les aspects personnels. Allez, enlevons tous les aspects personnels. Sur le fond, sur le fond, Dany Cohn-Bendit. J'ai dit une chose très simple. Oui, arrête de dire des conneries. Allez, on retire tous les excès sur le fond. Mais j'ai pas dit d'excès. Je dis qu'il y a, dans certains médias, une logique à toujours défendre les patrons. C'est tout. J'ai pas dit que c'est parce qu'il est à Radio Classique. Je dis, il y a, par exemple, dans Radio Classique, quel rapport avec Radio Classique ? Enfin, on n'est pas sur Radio Classique. De quoi tu parles ? Mais de quoi tu parles ? Qu'est-ce que ça vient faire dans ce débat ? Je veux dire, sors des arguments rationnels au lieu d'essayer de m'attaquer de manière débile. Je ne t'attaque pas. Ah si, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Ah, c'est parce que je suis sur Radio Classique que je dis du bien de Bernard Arnault. Mais arrête, bordel. Finissons. Alors vraiment, Dany Cohn-Bendit. J'ai bien dit. Dany Cohn-Bendit, si vous avez dit, vous savez très bien. Non, tu sais très bien ce que tu dis. Allez, pas débile. Dany Cohn-Bendit, finissez maintenant votre argument sur le fond. Je reprends. Aujourd'hui, Éric Lombard n'est pas le responsable de toute la dette française. C'est pas lui le responsable. Éric Lombard est ministre de l'économie. Il tente un argument parce qu'il sait que s'il doit régler le problème de la dette en France, il faut que ce règlement qu'il essaye de trouver soit approuvé par une majorité des Français. Parce que sinon, ça ne passera pas. Et dans la complexité de l'Assemblée nationale et la complexité politique, il tente en disant oui, il faut que tout le monde fasse des efforts, car sinon nous n'en sortirons pas. Voilà sa logique.
Et je comprends cette logique parce que il y a aujourd'hui sûrement beaucoup de théories comment amortiser la dette et sortir de la dette, mais aujourd'hui, ce qu'on ne sait pas en France, et je ne vois pas les forces politiques, comment faire accepter par la majorité des Français une rigueur nécessaire. Et pour cela, Éric Lombard essaye donc un argument, non pas de dire « je suis de gauche et pas de droite », de dire « il faut que l'effort soit réparti aussi bien par ceux qui travaillent que ceux qui possèdent. Donc le patronat aussi doit faire un effort, sinon on n'en sortira pas. Et je comprends son argument. Alors maintenant, sur l'investissement aux États-Unis, oui, il y a en ce moment quelque chose qui est très dangereux, et on le voit par exemple avec Volkswagen. Volkswagen essaie de s'en sortir des taxes de Trump individuellement, en tant que disait, bon, on va produire les Audi aux États-Unis, et comme ça, il n'y aura plus de taxes pour les Volkswagen. Je crois que c'est dangereux, et que aujourd'hui, il faut rester à ce que ce soit l'Union européenne qui négocie avec Trump et non pas les entreprises individuelles, même pas Bernard Arnault, même pas Volkswagen. Voilà ce que dit Éric Lombard. Alors, et je crois qu'il a raison. Comment parler à Trump ? Alors, il y a une personne en Europe, en tout cas il y a deux personnes qui parlent visiblement, qui réussissent à parler beaucoup à Trump et avec certains succès. C'est d'un côté Emmanuel Macron et de l'autre Giorgia Meloni. Giorgia Meloni, c'est le dernier développement, ça a été sa rencontre à Washington et ensuite elle a reçu à Rome le vice-président J.D. Vance. Écoutez peut-être cet extrait, il est tout à fait extraordinaire. C'est dans le bureau ovale, un journaliste, je crois que c'est un journaliste italien, qui interpelle Trump et c'est Madame Meloni qui reprend la main en quelque sorte en aidant Trump. C'est une petite scène un peu genre commedia dell'arte d'improvisation où visiblement on sent l'entente, la bonne entente qu'il y a, pas seulement en termes humains mais politiques entre Trump et Meloni. Êtes-vous sûr de la définition de parasite ? Et rediriez-vous que les Européens sont des parasites ? Il ne l'a jamais dit. Quoi ? Avez-vous déjà dit que les Européens sont des parasites ? L'avez-vous dit ? Non, je ne l'ai pas dit. Je ne sais même pas de quoi vous parlez. Voilà, il y a plusieurs moments comme ça où visiblement, et d'ailleurs Madame Meloni espère, elle, organiser un sommet à Rome où elle invitera, y compris von der Leyen. Est-ce qu'elle est en train de réussir son pari, d'être là un point d'appui ? On rappelle, Emmanuel Macron aussi, il lui parle souvent au téléphone, mais enfin Madame Meloni a peut-être une longueur d'avance. Est-ce qu'elle va réussir ce pari d'être là, le relais de Trump en Europe ? Non. Dany ? Non. Bien sûr que oui. Non. Madame Meloni est le cheval de Troie de Trump en ce moment. Seulement, elle a un problème. C'est qu'elle dépend totalement financièrement de l'Union européenne. Donc, elle joue un double jeu extrêmement dangereux. Extrêmement dangereux. Il faut comprendre que Trump, aujourd'hui, il n'y a que Trump et les États-Unis qui l'intéressent et non pas de trouver un accord avec l'Union européenne. C'est comme, d'un autre côté, c'est comme militairement, eh bien, la Russie n'a qu'un intérêt, c'est de détruire les capacités européennes et par cela de détruire l'Ukraine. Et donc, à ce moment-là, un cheval de Troie comme Madame Meloni, en fait, non seulement joue un double jeu dangereux, mais est une félonne. Parce que aujourd'hui, il faut voir ce que fait Trump en ce moment. Il est bien sûr qu'il a dit que l'Union européenne, que les Européens, ils cherchaient toujours à voler de l'argent aux États-Unis. Il l'a dit, il l'a plusieurs fois dit. Donc de dire il ne l'a pas dit, c'est de la bêtise incroyable. Monsieur Trump, aujourd'hui, est un malade mental. Il est un malade mental qui, à la tête d'un pays, veut détruire tout ce que la civilisation a développé après 1945. Et donc, je trouve que la position de Madame Meloni est extrêmement dangereuse et qu'il faut la rejeter et lui démontrer, de lui dire clairement.
Moi, je pense qu'elle est excellente. Voilà, et je pense qu'elle a raison. Et je pense que si elle peut entraîner l'Union européenne au passage, c'est une grande chance pour l'Union européenne d'avoir un leader comme elle et quelqu'un qui est capable à la fois, évidemment, qu'elle est d'abord nationaliste. Bon, ça va de soi. Elle défend d'abord son pays. Ça va de soi. Mais en même temps, elle essaye d'emmener une Union européenne qui aujourd'hui ne sait absolument plus quoi faire face à Trump. Et donc, elle essaye de négocier, bien sûr, d'abord pour elle, ça va de soi, mais aussi pour l'Union européenne. Elle essaye, encore une fois, de tirer le lourd chariot de l'Union européenne et d'essayer de faire en sorte que Trump comprenne ce qui se passe. Maintenant, le plus probable, c'est que l'Union européenne n'ayant aucun moyen de rétorsion par rapport à Trump, et puisqu'on a perdu notre souveraineté à la fois numérique et militaire, ça se solde en fin de parcours par une négociation, parce que personne n'a intérêt à avoir un espace bourré de droits de douane qui seront négatifs pour tout le monde. Voilà. Donc si elle arrive à obtenir ça, et si elle arrive à entraîner puisque ce qu'elle a proposé, c'est que Mme von der Leyen soit présente lorsque Trump viendra la voir, si elle arrive à ça, elle aura rendu un immense service à l'Union européenne. Voilà. C'est comme ça que je vois les choses. Et pour l'instant, cette dame dont on disait que c'était une fasciste mussolinienne, à chaque fois, elle respecte toutes les règles de l'Union européenne. Elle est pro-ukrainienne et anti-russe. Et donc, pour l'instant, je vois aucune ombre fasciste se reformer en Italie. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? Et donc attendons de voir si en effet Trump arrive chez elle à Rome et que Madame von der Leyen et Meloni ensemble arrivent à obtenir quelque chose de Trump avec une négociation un peu intelligente. Non mais attention, j'ai pas dit que c'était une Italie fasciste. Je dis simplement que c'est un cheval de Troie du Trumpisme et que dans toutes ces négociations qu'elle a eues avec Trump, il n'y a eu aucune négociation sur les taxes. Pas une. Ce qu'elle a essayé, c'est que quelques taxes, par exemple pour le vin italien et je sais pas quoi, l'Italie soit exemptée. L'Italie soit exemptée. Et non pas, elle n'a pas parlé pour l'Europe. Et je suis persuadé qu'aujourd'hui, évidemment que si Madame Meloni invite Trump et que Madame von der Leyen, évidemment que Madame von der Leyen va aller lui parler. Madame von der Leyen a proposé 3 fois d'aller à Washington, d'aller aux États-Unis, de discuter avec le gouvernement américain. Le gouvernement américain l'a refusé. La responsable des relations commerciales de l'Europe a été à Washington. Elle n'a pas été reçue par le gouvernement américain. Donc il faut arrêter de se foutre de la gueule. Le gouvernement américain ne reçoit que ceux qui lui lèchent les bottes et pas les autres. Voilà la réalité aujourd'hui. Oui, il est d'accord avec elle. Ils sont, au fond, j'allais dire en termes de philosophie politique, ils sont très proches. On a affaire à des nationalistes chauvins. Voilà. Donc, il est clair qu'il y a une proximité, je dirais, intellectuelle et politique, enfin, sur le plan des idées politiques, entre Madame Meloni et Trump. C'est une évidence. Bon. Donc, d'une certaine manière, ça lui permet à elle d'avoir un lien, je dirais, direct avec lui, ce qui n'est pas le cas des autres. C'est très difficile. Alors, peut-être que c'est le cas aussi de Macron, je n'en sais rien. Mais en tout cas, c'est manifestement le cas de Madame Meloni, avec une proximité qu'on peut encore une fois critiquer, mais qui est là entre nationalistes, souverainistes, anti-immigration. Donc il y a plein de points communs entre eux. Donc encore une fois, la question, bien sûr qu'elle met d'abord le vin italien plutôt que le vin français. On va pas le lui reprocher. Bon, mais le problème, c'est que à terme, l'intérêt de Trump n'est pas non plus d'avoir des droits de douane de 20% sur toute l'Europe. C'est pas vrai. Donc, il commence toujours comme ça. Il a fait la même chose avec Zelensky dans le bureau ovale. Il met d'abord un uppercut et puis ensuite il commence à négocier. Je rappelle quand même que 75 pays au monde négocient avec lui. Non, c'est pas vrai. Comment ça, c'est lui qui dit ça. C'est lui qui dit ça. C'est Trump qui a prétendu que 75 pays négocient avec lui, alors que ce n'est pas vrai. Il n'y a aucun pays qui a dit « nous, on négocie ». Ce n'est pas vrai. Toute l'Union européenne le dit, Dany. Mais c'est vrai, c'est vrai. C'est intégralement vrai. Non, l'Union européenne le dit très clairement. Il n'y a pas de négociation avec 75 pays. Il y a deux forces politiques, il y a deux forces, deux espaces économiques qui sont en opposition en ce moment avec Trump. C'est d'un côté la Chine, qui n'est pas notre
partenaire qui est aussi un adversaire de l'Union européenne, et il y a l'Union européenne. Et l'Union européenne, aujourd'hui, doit tenir, et il faut arrêter que des chefs de gouvernement aillent individuellement à Washington pour négocier des avantages pour leur pays, parce que ça affaiblit l'Union européenne qui doit, en tant que bloc... Non, mais si je peux me permettre, tout le monde essaie. Vous avez raison de dire, si je peux me permettre de vous mettre les deux d'accord, si j'ose dire, oui, il n'y a aucune preuve, personne ne sait exactement ce qui se passe, mais tous essaient d'avoir les meilleures négociations possibles avec Trump, ça on le sait. C'est une évidence, et l'Union européenne, c'est quand même 27 pays qui négocient aujourd'hui. On a retiré immédiatement les droits de douane. La Chine les garde, je cesse de le dire, la Chine les a conservés vis-à-vis des États-Unis, parce qu'encore une fois, la Chine, contrairement à nous, elle a sa souveraineté numérique et militaire. Nous ne l'avons plus, on dépend intégralement des Américains. Et on continue, alors évidemment, l'Allemagne, la Suisse sont en train de changer d'avis, mais 70% des pays de l'Union européenne ont acheté des F-16 ou des F-35 et des missiles patriotes. Et donc, l'Union européenne, dès qu'on a pu, on a dit, on retire immédiatement les droits de douane, on a dit, on va mettre les mêmes, on les retire tout de suite. Oui, mais et donc pour l'instant, l'Union européenne, la politique de l'Union européenne, c'est d'ailleurs heureux, c'est de négocier. Donc il y a tous les pays d'Europe qui sont prêts à négocier. Plus, on a vu que ça a marché avec la Colombie, ça a marché avec le Mexique, et pour l'instant, Trump, il obtient que ces pays-là négocient avec lui, avec le Mexique, avec la Colombie, et évidemment, au fond, pratiquement, il y a que la Chine qui résiste. Non, je crois qu'encore une fois, le problème, il est qu'aujourd'hui, à partir du moment où Trump retire ses taxes, il est évident que l'Europe retire ses taxes, puisque l'Europe dit on veut bien négocier, mais pas sous l'effet de taxes. Donc si tu taxes, nous on taxe. Si tu ne taxes pas, nous on ne taxe pas. Voilà d'où est partie l'Union européenne, avec raison. Maintenant, il y a quand même une situation aujourd'hui, il faut voir ce qui se passe aux États-Unis. Aux États-Unis, Trump est en train de détruire l'état de droit. Aux États-Unis, pour la première fois, un président américain ne respecte pas une décision de la Cour suprême. Il faut comprendre aujourd'hui que c'est pas en allant voir Trump comme ça, parce que Trump ignore et veut ignorer ce qu'est l'état de droit au niveau international et au niveau national. Et donc, si on n'a pas un rapport de force qui est de faire bloc contre lui, on perd. La seule chose qu'il puisse comprendre, c'est de faire bloc contre lui. C'est pour cela que je dis, encore une fois, Madame Meloni est dangereuse. Maintenant, Luc pense autre chose. Passons à autre chose. On a donné nos arguments. Avançons sur l'effet Trump. On a beaucoup dit, souvent des vagues viennent des États-Unis. À une autre époque, vous en étiez témoin et acteur même, Danny Cohn-Bendit, ça a été la vague 67, 68. Il y a une grande vague culturelle qui est venue plutôt de gauche des États-Unis. Après, il y a eu Reagan. Aujourd'hui, il y a cette vague de droite trumpiste qui vient assez fortement. Est-ce qu'on en a là une nouvelle manifestation? C'est le débat lancé sur l'écologie et l'économie, et selon certains patrons, l'excès de contraintes écologiques. Écoutez, Olivier Dandriès, c'est le patron de Safran, et il était interrogé, commission d'enquête de l'Assemblée nationale, et il dit en quelque sorte, il y a un excès de contraintes écologiques, et moi, les villes notamment dirigées par les écologistes, je ne veux plus y aller, je ne veux plus investir à cause de ça. Écoutez, vous réagirez. Je vais être très très clair avec vous. Pour moi, il n'est plus question aujourd'hui d'investir en France dans une ville qui est détenue par une majorité écologiste. C'est plus possible. Je ne le ferai pas. Si c'est pour se faire accueillir, quand on crée 500 emplois dans une région, si c'est pour se faire accueillir par des tomates, ce n'est pas la peine, je ne le ferai pas. Alors je sais que vous serez en désaccord là-dessus, mais soyez-le en termes. Vous cherchez les emmerdes. Non. Allez, soyez-le en termes urbains. Soyez-le en termes urbains et civils. Alors attendez. Qui veut commencer? Est-ce que vous voulez que je tire au sort? J'ai pas de pièce sur moi. Non, priorité à gauche. A-t-il reçu des tomates? Danny Cohn-Bendit, allez-y. Où ce monsieur a-t-il reçu des tomates dans la gueule? Où ce monsieur a-t-il reçu des tomates dans la gueule? Qu'est-ce que c'est que cet argument? Eh bien, les citoyens, quand même,
Ils ont le droit d'élire qui ils veulent. Les écologistes sont un parti démocratique. On aime ou on n'aime pas ce qu'ils font. Moi, je suis pas toujours d'accord avec ce qu'ils font, mais je ne comprends pas cet argument antidémocratique d'un patron. Voilà. Et aujourd'hui, moi, je sais pas où il veut investir et pas investir. J'en ai rien. Et si toutes les villes françaises tombaient et devenaient, disons, socialo-écolo, qu'est-ce qu'il ferait? Il irait investir à Pékin. Ah oui, parce qu'à Pékin, c'est plus facile. Ou il irait investir aux États-Unis, parce qu'il y a plus d'état de droit. Donc voilà ce que dit ce patron. Et moi, je trouve ça non seulement irresponsable, mais inintéressant et bête. C'est bête. Non, Darius, vous êtes quand même un vilain. Non, c'est un vrai débat. On va s'engueuler. Non, mais sérieusement, c'est un très bon débat de fond, parce qu'effectivement... On assiste aujourd'hui avec l'écologie, et ça ne me réjouit absolument pas, moi ça me désole. On assiste à une double rupture. Rupture avec les chefs d'entreprise, on l'a vu avec Bernard Arnault, parce que quand Bernard Arnault parle de toutes ces règles bureaucratiques, ça comprend évidemment l'écologie, mais les règles écologiques, mais c'est une rupture aussi avec le peuple. Là, regardez l'affaire des ZFE, donc les zones à faible émission, qu'on appelle aussi zones à fort emmerdement. Alexandre Jardin a regrouper un tas de gens avec lui pour dire, en fait, c'est de l'apartheid social, parce que le type qui est plombier, l'artisan à diesel, peut plus aller travailler. Bon, et donc et Christophe Guilly a dit exactement la même chose. Et on se fait allumer dans l'Obs de cette semaine comme si on était climato-sceptique, Alexandre Jardin ou moi, parce qu'on a simplement signalé que si l'écologie veut réussir, la vraie écologie veut réussir, il faut arrêter de rompre à la fois avec les élites et avec le peuple. On peut pas se faire détester par tout le monde. C'est pas possible, ça. Et donc, cette rupture avec le peuple, voilà, le tout électrique en 2035, c'est une absurdité totale. J'ai eu le malheur de dire, et je le maintiens, je persiste et signe, et je m'arrête là, qu'une petite voiture hybride, je dis bien une petite voiture hybride, est moins polluante, si on regarde le cycle de vie complet, qu'une voiture électrique, à cause de la question des terres rares, des métaux rares. Et l'extraction des terres rares, des métaux rares, est incroyablement polluante, et ça se fait à 90% dans les villes du cancer, comme dit Guillaume Pitron dans son très beau livre sur les terres rares. Bon, et d'ailleurs c'est pour ça que Trump essaye de négocier avec l'Ukraine pour récupérer des terres rares. Et c'est pour ça aussi que la Chine a supprimé, ne donne plus les terres rares aux États-Unis, ce qui va leur poser d'énormes problèmes. Mais j'ai eu le malheur de dire ça, et je me fais allumer avec ma photo dans l'Obs par une espèce d'épigone de Foucault et Derrida, qui est passé de l'amour des Khmers rouges à l'amour des Khmers verts, parce que j'ai eu le malheur de dire quelque chose qui est totalement vrai, à savoir que une petite voiture hybride est beaucoup moins polluante au total qu'une voiture électrique. Et c'est ce que dit aussi Yves Cochet. Voilà, qui n'est pas un anti-écologiste fanatique. Il suffit simplement de savoir de quoi on parle. L'extraction des terres rares est incroyablement polluante et cancérigène. Voilà. Et donc, moi, je dis simplement qu'il y a un risque énorme pour l'écologie, c'est de rompre à la fois avec les chefs d'entreprise, mais aussi avec le peuple, avec le blaireau à diesel, comme ils disent. Voilà. Et donc, il faut arrêter d'insulter tout le monde si on veut que l'écologie, elle franchisse le cap et qu'elle ne soit pas simplement une punition pour tout le monde. Bon, je peux y aller? Voilà. Là, Luc a raison. On ne peut pas. C'est pas vrai. On ne peut pas. C'est deux choses différentes. C'est le miracle de Pâques. C'est la bêtise d'un patron qui dit s'il y a les écologies, je vais plus investir. Et s'il y a une critique, c'est vrai que le problème des écologistes, c'est d'avoir senti des problèmes, mais qu'on ne peut pas faire de l'écologie contre la majorité d'une société. Et ce que beaucoup d'écologistes ne comprennent pas, parce qu'ils ont derrière la tête un argument que je peux comprendre, qui est, il est plus minuit moins 5, mais minuit 5, la planète est en extrême danger, dont maintenant il faut passer en force. Seulement, en démocratie, ça ne fonctionne pas. Si on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Et on rattrape pas le temps. Et on l'a vu, les erreurs des écologistes allemands au gouvernement, en voulant justement imposer trop rapidement, sans expliquer avant le pourquoi et les conditions de ce changement nécessaire, eh bien, ils se sont cassés le nez, disons, face à une société incrédule qui n'y arrive pas. D'autant plus que les écologistes doivent comprendre qu'après la crise de Corona,
il y a dans la population quelque chose de très compréhensible. Laissez-nous vivre. On veut vivre comme avant. On en a marre. On ne peut plus. Donc, c'est plus difficile d'expliquer des réglementations, même si elles sont justes, parce que on a tellement souffert pendant la pandémie, qu'on ne supporte plus maintenant la moindre réglementation et qu'il y a une irrationalité contre ces réglementations. Donc là, c'est autre chose. Est-ce que les politiques donc menées, que ça soit la ville de Paris aujourd'hui, est-ce qu'elles sont au niveau d'acceptation nécessaire? Qu'on en doute, c'est effectivement quelque chose. Et quand on fait un référendum, là encore, on l'a déjà discuté, quand on fait un référendum, par exemple, sur les espaces verts à Paris, et qu'il y a 3 ou 4% de participants, eh bien, ça ne veut rien dire. Et on ne peut pas dire qu'on a le soutien d'une partie de la population. Donc oui, je suis d'accord que les écologistes doivent reprendre un peu, essayer de comprendre comment on fait de la politique dans la situation actuelle d'angoisse des sociétés. Mais oui, là, évidemment, je peux être qu'en accord avec ce que dit Dany, mais il y a pas que ça. C'est-à-dire que c'est pas simplement une question de psychologie où il faut faire attention, il faut prendre du temps parce qu'à cause de la pandémie, les gens veulent vivre, ils sont malheureux. Bon, il y a pas que ça. C'est simplement que, par exemple, la suppression de la voiture hybride. Et je parle pas des thermiques, je parle de l'hybride. En 2035, c'est absurde. La Chine a 10 ans d'avance sur nous en matière de voitures électriques, et donc ça va être un chômage absolument colossal. Ça va être tous les sous-traitants déjà l'industrie automobile européenne est en très très grande difficulté, mais en plus c'est idiot sur le plan écologique parce que je le maintiens, la voiture électrique est plus polluante qu'une petite voiture hybride. Et donc c'est non seulement une erreur sur le plan industriel pour l'Union européenne, qui Dieu sait qui est en très grande difficulté sur le plan industriel et pas simplement numérique et militaire, mais en plus c'est une erreur sur le plan écologique. C'est ça qu'il faut dire. Donc c'est là que vraiment l'écologie de la décroissance, et Dany n'est pas décroissant lui, donc je lui fais pas ce procès, mais l'écologie de la décroissance est devenue une véritable absurdité. Voilà. Donc il faut que les écologistes se réveillent. Pardon. Vas-y. Oui, la question, là où l'argument de Luc aussi est juste, c'est-à-dire qu'il faut faire attention. Les grosses voitures électriques, les Porsche électriques, les grosses voitures sont nuisibles d'ailleurs pour les construire, de matériel dont on a besoin. Donc il faut faire attention. Le tout électrique avec des grosses SUV est une aberration en soi. Et là, il a un argument de dire les petites voitures hybrides en ville sont moins polluantes et posent moins de problèmes que ces grosses SUV qui rentrent dans nos villes. Oui, là, c'est exactement le genre de débat qu'on doit avoir et que là, il faut. Mais le problème qu'il y a derrière, c'est que il faut quand même sortir de la voiture thermique. Il faut en sortir. Alors moi, je vais pas me battre sur 35 ou 40, ça veut rien dire. C'est comment la société, comment on comprend, comment on organise la sortie de la voiture thermique, comment on arrive effectivement à défendre la production, disons, européenne de voitures, etc. Voilà le débat qu'on doit avoir. Et de faire attention, c'est la même chose sur les énergies renouvelables. C'est la même chose, enfin il y a plusieurs exemples où il faut en permanence avoir un dialogue ouvert. Moi je suis pour les énergies renouvelables, on doit développer beaucoup plus les énergies renouvelables, même les éoliennes. Je sais que c'est un grand problème, mais c'est un grand problème pour beaucoup de gens. Mais voilà, la discussion, c'est la capacité des écologistes à écouter, à entendre et à répondre pour trouver justement les majorités nécessaires pour faire évoluer la société vers un développement soutenable et durable. Oui, mais je suis évidemment d'accord avec ce que dit Dany, mais là où c'est quand même insupportable, c'est que dans l'Obs de cette semaine,
à côté de la photo d'Alexandre... laisse l'Obs. Mais attends, j'ai pas fini, mon ami. Je n'ai pas terminé. Dans l'Obs de cette semaine, sous la plume d'Éric Schliemann, qui me déteste parce que j'ai publié La Pensée 68 et que c'est un disciple de Foucault et de Derrida, bon, mais je m'en fous. Ça fait 40 ans, il y a prescription. Et en plus, j'avais raison. Mais je continue. Ce qui est dingue, c'est que ça me vaut l'accusation infamante d'être climato-sceptique, ce que je ne suis en aucun cas. En aucun cas. Donc ça veut dire négationniste climato-sceptique, simplement parce que j'ai dit que la petite voiture hybride était moins polluante qu'un SUV électrique. Ce qui est quand même dingue. Et il y a un dossier entier avec notre photo les uns les autres, comme si on était tous des ordures. Voilà. C'est scandaleux. Et c'est ça qui fait que les écologistes finissent par se faire détester par beaucoup de gens qui sont absolument pas climato-sceptiques. J'aimerais vous entendre l'un et l'autre sur le retour d'une polémique, controverse concernant le repentir post-colonial. Et cette fois, il ne s'agit pas de l'Algérie, il s'agit d'une affaire encore beaucoup plus ancienne, qui est celle d'Haïti. Avec, à l'occasion du bicentenaire de la reconnaissance de l'indépendance d'Haïti, cette discussion sur l'indemnité qui avait été payée à l'époque. Donc on est à l'époque de Charles X, 1825. C'est pas tout à fait d'hier. L'indemnité, donc, qui à l'époque avait été décidée par le roi Charles X, qui plaçait un prix sur la liberté d'une jeune nation, Haïti en l'occurrence, qui était confrontée ainsi dès sa constitution à la force injuste de l'histoire, etc. Et aujourd'hui, une commission a lieu dans laquelle se discute l'idée d'une restitution. Le président haïtien par intérim, Leslie Voltaire, a affirmé qu'Emmanuel Macron lui avait évoqué, lors de l'entretien, le principe d'une telle restitution. On ne va pas entrer dans le détail, évidemment, de ce que ça représentait en termes financiers, en termes de responsabilité pour Haïti seul, mais que vous inspire ce retour, enfin cette espèce de passé qui remonte comme ça, du passé colonial de la France, y compris pour des affaires aussi anciennes? Est-ce qu'une part de vous comprend ça, ou bien est-ce qu'on est là dans plein délire, disons, de la repentance, pour employer le mot à la mode? Moi, bon, il y a un problème. Comment réparer l'histoire? Par exemple, pour les Juifs, le passé ne passe pas. Le passé ne passe pas. Et ça fait quand même déjà pas mal d'années. Et ça ne passera jamais. Et je comprends que pour les Blacks, l'esclavage ne passe pas. Ça fait pourtant des années. C'est-à-dire, il y a dans beaucoup de sociétés, de peuples, il y a une partie de l'histoire qui a meurtri ces peuples. Même si c'est il y a longtemps, eh bien ça existe d'une certaine manière. Et je crois que on est meurtri et on est traumatisé. Donc, cette histoire de réparation, c'est est-ce qu'on peut réparer des traumatismes? C'est très difficile. Est-ce que l'argent répare des traumatismes? Par exemple, l'Allemagne a payé beaucoup d'argent à Israël et aux Juifs pour réparer la Shoah. Mais il est évident que ça ne suffit pas. Et je crois que donc, ce qu'il faut faire très attention après, c'est que des années après, des siècles après, il peut y avoir par des forces politiques dans les pays ou dans les sociétés meurtries une instrumentalisation de la douleur. Et le meilleur exemple, c'est l'Algérie. L'Algérie était un des pays les plus riches à la liberté. Le pétrole algérien était une manne incroyable. Mais la kleptocratie algérienne, les militaires qui ont tout empêché et rien donné à leur peuple. Et ça, ce n'était pas le colonialisme. Le colonialisme a été horrible. Luc l'explique souvent. Ça a été un massacre incroyable, c'est vrai. Mais l'Algérie aurait eu la possibilité de sortir, le FLN, de sortir son peuple. Et donc, c'est là où la difficulté. Et je termine. Tous les mouvements d'émancipation, les Vietnamiens, évidemment, avaient raison de se battre contre l'impérialisme américain. L'indépendance de Cuba, évidemment, etc., Nicaragua, etc., et l'Algérie, évidemment. Mais ce qui est dramatique pour nous, c'est qu'un siècle après, ou près d'un siècle après,
ou 50, 60, 70. Ce sont tous ces pays qui se sont sortis de la douleur, de l'impérialisme, du colonialisme, sont devenus des États totalitaires. Oui. Et que le discours post-colonial aujourd'hui est structuré par des États totalitaires. Et c'est là où on est en difficulté dans le débat sur comment réparer l'histoire. Oui, je suis très, très d'accord. Charles X, c'est vraiment le roi le plus épouvantable de toute l'histoire de France. Il est très réactionnaire et bête, et sans doute un peu bête. Je recommande, il y a un livre de José Cabanis qui est extraordinaire là-dessus. Il était d'une bêtise hallucinante et il était en plus d'une méchanceté sans faille. Et alors réactionnaire au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, bon, et responsable d'atrocités impardonnables. Mais laissons ça de côté. Ce qui est vrai dans ce que dit Dany est tout à fait exact. Et d'ailleurs, c'est bien que ce soit lui qui le dise plutôt que moi. C'est que, voilà, ces pays ont énormément souffert, mais après, ils ont souffert encore plus des nouveaux dirigeants. Et donc, Aristide, moi, il se trouve que j'ai vraiment été invité X fois par l'association Guadeloupe, Martinique, Haïti des professeurs de philosophie. Donc, j'avais des amis professeurs haïtiens qui m'ont vraiment expliqué toute l'histoire des tontons macoutes et puis l'histoire d'Aristide après. Bon, ce prêtre dans lequel tout le monde a cru parce que c'était un prêtre et puis qui a été le plus corrompu. Bon, et donc c'est vrai qu'à la fois il y a une responsabilité de ces anciennes colonies. Il y a une responsabilité parce que cette décolonisation maintenant elle est suffisamment ancienne pour que ce soit maintenant leur responsabilité, l'état dans lequel ils sont. Mais d'un autre côté, ce qui est vrai aussi, les deux sont vrais malheureusement, c'est que plus on va vers des pays démocratiques, plus nous avançons vers la démocratie, plus nous avançons vers les droits de l'homme, plus nous avançons vers justement ce qui a été à l'origine de la décolonisation, disons Lévi-Strauss, et plus on trouve que ce qui s'est passé était abominable. C'est aussi ça. Et c'est la même chose pour le nazisme. On trouve au fond que toutes ces guerres abominables entre 1830 et 1850 en Algérie, ça a été une atrocité épouvantable. C'est crime de guerre sur crime de guerre. Et ça a été la même chose dans nos territoires d'outre-mer, où le racisme était omniprésent. C'est pas la peine de dire le contraire. Voilà. Et c'est pas parce qu'on est de la droite républicaine qu'on doit mentir. Il faut dire la vérité. Et donc, ce racisme-là, aujourd'hui, il nous apparaît beaucoup plus insupportable qu'à ma grand-mère. Parce que nos grands-parents, ils pensaient encore comme ça. C'était Yabon Banania. Voilà, et c'était marqué sur la boîte de chocolat au moment où on prenait le petit déjeuner. Et on pensait comme ça. Voilà. Et donc aujourd'hui, plus on est devenu des gens bien, si je puis dire, et plus cette saloperie qu'a été la colonisation nous apparaît abominable. Et c'est évidemment la même chose quand on regarde, et c'est en pire, quand on regarde les images du ghetto de Varsovie. Voilà. Et donc je pense que les deux sont vrais, c'est-à-dire qu'à la fois aujourd'hui c'est quand même leur responsabilité, et en même temps nous ressentons ce que nous avons fait comme pire que jamais, parce que au lendemain, en 1945, on n'y pensait pas comme ça, on n'avait pas les mêmes critères d'évaluation de ces saloperies que nous avons conduites et de ce racisme qui a été le nôtre. Il faut quand même... Vous savez, quand vous regardez le discours de mon ancêtre à la Chambre, Jules Ferry, en 1885, en juillet 85, nous avons un devoir de civilisation, nous, races supérieures, vis-à-vis des races inférieures. Et vous avez encore, je ne sais pas combien d'écoles Jules Ferry en France, et Paul Bert, je le cite dans un de mes livres, disant les blancs sont beaucoup plus intelligents que les jaunes, qui sont beaucoup plus intelligents que les noirs. Et c'est comme ça que pensaient nos grands-parents ou nos arrière-grands-parents. Et c'était une démocratie bien sûr sophistiquée. C'était les républicains, c'était les grands républicains. Oui, mais Darius, moi j'aurais jamais cru, pour dire quelque chose qui va choquer, j'aurais jamais cru que des Juifs construisant leur État, agissent de la manière, après l'horreur du Hamas, l'horreur du massacre du Hamas, agissent de la manière dont l'État israélien agit aujourd'hui à Gaza et dans les territoires occupés. Pour moi, c'est une double meurtrie par l'histoire et meurtrie par ceux qui sont sortis de l'histoire, qui ont construit un État pour sortir de l'histoire, d'une telle barbarie, être capable d'une telle barbarie telle qu'elle existe aujourd'hui dans les territoires occupés ou à Gaza, après la barbarie du Hamas, et que c'est barbare, je dis, il faut dire les choses comme elles sont. On peut instrumentaliser l'histoire et devenir barbare. L'extrême droite fasciste israélienne est barbare. Elle est barbare. Et il faut le dire, et j'aurais jamais cru
Donc c'est là, je dis, faut faire attention, l'instrumentalisation de la mémoire peut être aussi terrible. Exactement. Et c'est pour ça, mon ami Todorov avait publié un petit livre contre le devoir de mémoire. Alors, il faut pas être débile, bien sûr. Il y a un devoir de mémoire, mais c'est un devoir d'historien, si vous voulez. Faut pas nier l'histoire. Il faut pas être négationniste, ni sur la colonisation, ni sur la Shoah. Mais, néanmoins, la mémoire, elle rouvre des plaies. Si on n'est pas capable d'oublier à un moment ou à un autre, regardez ce qui s'est passé en ex-Yougoslavie. Le devoir de mémoire en ex-Yougoslavie, ça a rouvert toutes les plaies entre les trois communautés et les trois religions qui se sont battues en duel à cause justement du fait qu'on n'était pas capable d'oublier, voyez. Et donc il y a un moment où il faut être quand même capable d'oublier, non pas au sens où on devient négationniste, ça il faut jamais, mais au sens où on renvoie à l'histoire et pas à la mémoire. C'est pas la même chose. Les grands accidents qui ont caractérisé malheureusement tous les pays, toutes les nations. Et donc encore une fois, en ex-Yougoslavie, le fait que les gens se soient souvenus de ce qui s'était passé entre les Oustachis, les Serbes et les Bosniaques, ça a explosé, ça a été une catastrophe. Et Tito avait été plutôt un homme bien de ce point de vue-là, il avait réussi à réconcilier tout le monde. Mais si on veut l'exemple quand même le plus frappant de ce que dit Luc, c'est la réconciliation franco-allemande. Oui. Exactement. Il faut dire les choses comme elles sont. Exactement. Enfin, je veux dire, en 1945, la haine entre les Français et les Allemands, compréhensible. La haine des Français contre les Boches était incommensurable. C'était la même haine que les Palestiniens et les Israéliens aujourd'hui, la même chose. Il n'y avait pas de différence. Et la grandeur d'Adenauer, de Gaulle, de Mitterrand et Kohl, c'est de se donner la main à Verdun, donc de dire on est capable de passer à autre chose. On connaît notre histoire, mais on est capable de passer à autre chose. Exactement. On n'oublie pas. Et je crois que si ça a été possible entre la France et l'Allemagne, qui a permis l'Europe, l'Union européenne telle qu'elle existe aujourd'hui, alors on peut discuter, il faudrait, Luc dit 10, moi je dis l'Union européenne, est-ce qu'elle est aujourd'hui, etc. C'est un autre débat, mais c'est cette réconciliation, c'est-à-dire cette capacité de passer à autre chose dans l'histoire, eh bien d'accepter qu'on change d'époque consciemment, non pas en niant, mais consciemment on veut changer d'époque, c'est ça qu'on appelle la civilisation. Un mot encore, s'il vous plaît, et l'un et l'autre, sur cette grande acquis de la culture française qui est l'orthographe française. Là, c'était la grande dictée 2025. Vous savez qu'à chaque fois, il y a l'éternel débat, est-ce que le niveau baisse selon la vieille formule qui a tellement servi. Or, chiffre, on a un comparatif, alors il va jusqu'à 2022, on n'a pas trouvé plus récent en l'occurrence, mais c'est intéressant, c'est une génération. 87, un élève de CM2 faisait en moyenne 10,7 fautes pour le même texte exactement, 19 en 2022. Et on verra ce que donne, en l'occurrence, cette dernière dictée 2025. Pour vous, est-ce que c'est le reflet d'un mouvement de fond qui, quoi qu'il arrive, est en train de continuer ? Monsieur le ministre. Oui, Ta Majesté, on dit. Non, mais Monsieur le ministre, non. Mais oui, c'est une évidence. Moi, on a réussi à faire une comparaison avec les années 20 qui est très intéressante parce qu'on avait retrouvé 3000 copies de certificats d'études qui étaient corrigées. Et donc, entre les années 20 et les années 2000, dans les années 20, on faisait en moyenne au certificat d'études 5 fautes d'orthographe dans la dictée. Ça donnait le fameux, tous les gens qui ont mon âge s'en souviennent, 5 fautes 0 à la dictée au lycée, à l'école. Bon. Et donc aujourd'hui, en effet, on passe largement les 20 fautes, et ça signifie quelque chose d'extrêmement profond. Et on peut en discuter. Ça mérite une vraie analyse de fond. C'est pas un débat droite-gauche intelligent. Il faut vraiment essayer de comprendre. Ce qui s'est passé, c'est que au nom de l'innovation permanente dans nos sociétés capitalistes, tout ce qui appartenait au patrimoine traditionnel a été déconstruit. Au fond, c'est pas mai 68 qui a déconstruit les valeurs traditionnelles. C'est le capitalisme moderne. Schumpeter a raison. Et donc, cette société d'innovation et de déconstruction permanente, elle a déconstruit dans la tradition 2 mots de patrimoine extrêmement importants. La politesse, il faut l'appeler par son nom, la civilité, si vous voulez, et puis l'orthographe. Parce que l'orthographe, aucun d'entre nous n'a inventé l'orthographe. Les règles d'accord du participe avec le complément d'objet quand il est placé avant l'auxiliaire avoir, je suis désolé, mais ça s'apprend
par cœur, voilà. Et donc, la créativité en matière d'orthographe, c'est des fautes d'orthographe. Il n'y a pas de créativité, il y en a zéro. Voilà. Et donc, on a, si vous voulez, une histoire de l'éducation innovante qui a été dramatiquement, avec les méthodes hyperactives, qui a été désastreuse par rapport à ces môles de patrimoine que sont la civilité et l'orthographe. Voilà. Et ça, on le paye quand même extraordinairement cher, parce que quand vous regardez nos enfants parler, je veux dire ceux qui ont 15-20 ans, le rapport, pas seulement à l'orthographe, parce que j'ai pas la sacralisation de l'orthographe, mais même le rapport à la phrase correcte est quand même, c'est très haché, il est quand même très très brisé, ce rapport. Et ça, c'est très dommage pour eux, parce qu'ils ont quand vous n'êtes pas capable de verbaliser correctement, la violence s'installe. Oui, mais moi, il y a deux choses. D'abord, ce que dit Luc, moi, je faisais partie de la génération, la dernière, qui a dû passer un examen d'entrée au lycée. Et il y avait une dictée, et moi, la dictée, alors c'était 5 fautes et on était éliminés. Voilà. Et moi, j'avais vu que j'avais eu 7 fautes parce qu'on avait le texte, mais seulement la dictée était trop difficile. Ils avaient donné la même dictée à des élèves de 4e qui avaient fait aussi plus de 5 fautes. Ils ont rajouté à 10 fautes. C'est pour ça que j'ai passé mon examen d'entrée en 6e. À l'époque. Hein. Voilà. Ah, c'est ta guerre de 14. voilà, c'est ma guerre de 14. Et là, je veux dire par là qu'il faut faire attention, parce que plus il y a d'enfants qui ont été capables d'aller à l'école, et plus on élargissait donc la population, plus effectivement les différences, les capacités était évidente. Plus il y a d'enfants qui viennent de familles, disons, en difficulté, etc., plus on fait des fautes d'orthographe. Alors ça, c'est une chose d'abord. Donc, moi, je suis contre la sacralisation, parce qu'on peut bien parler et faire des fautes d'orthographe. Donc, ce que dit Luc sur le bien parler, des capable de s'exprimer, c'est aussi aujourd'hui lié à toute de TikTok, à tout ça, c'est-à-dire que c'est de plus en plus haché la manière de s'exprimer. Donc je ferai là une différence entre, moi je suis pas un fanatique de l'orthographe. Je dis, il y a des gens qui parlent très bien et font des fautes d'orthographe. Mon frère, par exemple. Merci beaucoup. Et à l'un et à l'autre, on arrive au terme. Merci beaucoup. Et c'est très intéressant de vous entendre. Dans quelques instants, Margot Haddad recevra notamment Pierre Servant avec un très fort documentaire aussi sur Notre-Dame. Et on se retrouve plus tard dans la soirée. À tout de suite.